Non, moi je suis coach. Moi je suis coach. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce 28e épisode du podcast Moi je suis coach. Cette fois-ci, j'ai dit qu'on allait explorer plusieurs sports. On a fait une fois du rugby, une fois du handball, du basket comme d'habitude. Mais là, on va aller plus dans du rugby et du rugby à 7 surtout. Bonjour Jérémy Accardi. Et bonjour Elliot. Tu vas bien ? Ça va, parfait, merci beaucoup. Là, t'es à Nice ? Exactement, ouais. Je suis basé à Nice depuis maintenant presque 6-7 ans. Je suis retourné, je suis originaire de Nice, donc je suis revenu dans la région juste avant le Covid, 2019. Il fait beau comme ça, c'est bien. C'est pas 300 jours de soleil. Ouais. C'est déjà pas mal, 200. On va revenir sur plein de choses, mais tout d'abord, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, donc je m'appelle Jérémy Accardi, j'ai 37 ans, je pense. Originaire de Nice, et voilà, j'ai joué beaucoup au rugby à 15 et au rugby à 7. J'ai eu, les grands titres, c'est que j'ai eu la chance de participer aux Jeux Olympiques de 2016. Je pense qu'on a que des titres de champion d'Europe sur le rugby à 7. Et après, j'ai eu des reconversions en tant que coach. Je suis parti un peu en Belgique, un peu avec Monaco, rugby à 7, où on a eu un titre de champion de France. Et je suis parti également en Tunisie, un petit peu en République tchèque. Bon, j'ai pas mal après voyagé en tant que coach, mais aussi beaucoup en tant que joueur, notamment de rugby à 7. Mais concernant le rugby à 15, j'ai évolué en tant que professionnel à Oyonnax, en Pro D2. Et la chance que j'ai également, c'est que j'ai un terrain qui porte mon nom à la ville de Saint-Laurent-du-Var. C'est parfait. On va surtout parler de ta carrière d'entraîneur. Mais tout d'abord, toi, le rugby, il arrive comment dans ta vie ? Tout simplement parce que ma famille sont maraîchers paysans et en fait, le stade de Saint-Laurent-du-Var est situé à 600 mètres de ma maison d'enfance, en fait. Et du coup, je passais par les campagnes en vélo. Et voilà, je pense que mes parents n'avaient pas trop le temps de m'emmener au sport et de revenir me chercher. Donc, quand j'ai eu 6-7 ans, j'ai pris mon petit vélo et au début, je pense qu'ils m'ont accompagné, je me souviens plus trop, mais je pense qu'ils m'ont accompagné par les chemins pour aller faire du rugby. Et après, j'étais vraiment autonome et je me suis débrouillé pour y aller 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi matin. Et voilà, le rugby a démarré comme ça. Et juste, pourquoi le rugby à 7 particulièrement ? Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, j'ai beaucoup joué. Bon, l'école de rugby, c'est du rugby effectif réduit essentiellement. Après, j'ai joué au rugby à 15, à Bourgoin-Jallieu. Et ensuite, j'ai fait d'autres clubs et j'ai terminé à Oyonnax. Et en fait, en intersaison entre Oyonnax, Pro D2 et Saint-Nazaire Fédéralisme, j'ai eu la chance de découvrir le rugby à 7. Et du coup, là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce sport ? Tu touches 10 fois plus de ballons, tu casses des plaquages, tu prends tout, tu marques l'AVC, formule tournoi. En plus, moi, j'avais plutôt un bon cardio. Et puis, en fait, je me suis retrouvé à vivre un rugby où j'ai touché plein de postes différents. Donc, en fait, du coup, là, je suis rentré dans un mode un peu de polyvalence. Et en fait, je me suis régalé, quoi. Est-ce que la transition du rugby à 15 ou du rugby à 7, elle est dure à faire? Ou ça a été? Pour moi, non, elle prend quand même certains mois. On peut pas dire qu'on peut arriver direct au rugby à 7 en arrivant du rugby à 15, mais maintenant, quand t'es un joueur qui a quand même un gros cardio et qui a des passes de côté et qui va vite, c'est beaucoup plus facile que tu joues devant et que tu vas aller sur le rugby à 7. Maintenant, voilà, il y a aussi des qualités de jeu à avoir, mais franchement, je peux pas dire que j'ai mis longtemps à m'adapter, mais je pense qu'en un mois et demi, ça y est, j'étais parti pour aller essayer de tout faire pour faire du rugby à 7 le plus longtemps possible. Et justement, parce que là, nous, on est dans un podcast où on parle du coaching, l'idée d'entraîner après ta carrière, t'as eu cette idée-là quand ? Alors en fait, donc l'équipe de France n'a pas reconduit mon contrat de rugby à 7 et j'avais vraiment pas trop envie de retourner au rugby à 15 sur un poste vraiment défini, deuxième centre, arrière ou ailier. Et du coup, j'ai décidé de m'inscrire à l'arbitrage déjà direct. J'ai arrêté de jouer, je me suis inscrit à l'arbitrage en même temps que j'ai passé mon diplôme d'État. Et le diplôme d'État, en fait, il est uniquement sur le rugby à 15.
Donc, du coup, j'ai coaché les Crabos, donc c'est moins de 18 ans de Massy. Et voilà, donc en fait, j'ai démarré mon année de coach en tant que coach de rugby à 15 chez les jeunes. La chance que j'avais, c'est à des niveaux élites. Donc, c'est quand même des garçons qui répondaient bien aussi aux entraînements. Et après, de suite, j'ai eu la chance de partir en Belgique, coacher l'équipe nationale à 7. Et donc, je suis parti direct, en fait. J'ai pas voulu rester un an de plus à Massy pour coacher du rugby à 15. Mais du coup, la sélection belge, comment elle te contacte? Parce que si t'entraînais les jeunes de 15, comment ça s'est fait? Ouais, bah, je venais juste d'arrêter de jouer, donc j'étais aussi en contact avec des joueurs belges. Et puis, un ancien entraîneur, qui d'ailleurs aujourd'hui est toujours coach un peu des équipes de France, Nicolas Leroux, qui m'a mis en contact avec la Belgique, puisque lui, à l'époque, il était coach de l'équipe de Belgique. Et voilà, donc c'est lui qui m'a mis en contact avec la Belgique. Je suis allé faire des interventions dans un club en Belgique qui s'appelle la U, qui était plutôt bien placé en Belgique. Et en même temps, j'ai coaché l'équipe nationale. Voilà. Bah, lui, il était aussi en contact avec la fédération belge de rugby. Et j'avoue que bon, voilà, partir sur un poste de coach national, en plus ça du rugby à 7, ben moi j'ai tenté l'aventure direct. Quand je prenais ma voiture, je faisais Paris, Massy, Bruxelles. Ouais, je faisais des allers-retours presque toutes les semaines, donc c'était aussi quand même un investissement personnel. Et malheureusement, bon, il y a eu le Covid, et du coup, c'est vrai que les Belges, ils sont un peu très blagueurs. Et j'avais dit que j'étais élu, ils m'avaient élu meilleur coach de Belgique, parce que du coup, on avait fait 0 victoire, 0 défaite. Et ça avait duré que 5-6 mois. Mais du coup, tes entraînements, toi qui venais juste de commencer à entraîner, en plus du rugby à 15, comment ça s'est fait? Tu vois? Pour me lancer dans le milieu du coach. Ouais. Ben voilà, comme je t'ai dit, je voulais pas retourner à jouer au rugby à 15, en tout cas en tant que professionnel. Le rugby à 7, ben il y avait pas d'opportunité d'être professionnel à part en équipe de France. Donc en fait, dès que tu quittes l'équipe de France, ben malheureusement, personne n'a sa chance pour faire du rugby en journée en mode professionnel ou semi-professionnel. Donc du coup, ben voilà, ma reconversion, c'était soit je reprenais un peu mes études dans la métallurgie, là c'est dur, toi, tout ce qui est un peu tout ça, le bâtiment, pas spécialement le bâtiment, mais voilà, ferronnerie, des trucs comme ça. Du coup, j'ai passé mon diplôme d'état, mon diplôme de coach, et puis voilà, je me suis dit, dans tous les cas, moi, mon projet de coach, c'était le 7 au service du 15. Et ben, mon projet de mon diplôme, c'était ça, en fait, c'était, voilà, par le biais du rugby à 7, au rugby effectif rugby, comment le transférer sur le rugby à 15 et quels sont les atouts, les points forts de cette discipline, mais surtout voilà, le côté technique, tout ce qu'il y a à vivre du rugby effectif rugby et comment le retransmettre sur du rugby à 15. Moi qui personnellement viens pas du rugby, même si ça m'intéresse, il y a un truc qui est intéressant dans ton parcours, c'est que t'évolues rapidement. C'est-à-dire que après ton passage rapide et à cause du Covid rapide en Belgique, tu vas rejoindre par la suite Monaco. Moi qui viens pas du rugby, comme je l'ai dit, le rugby à Monaco, ça représente quoi? Le rugby à Monaco, j'ai l'impression que c'est le cirque un peu. Franchement, c'est très 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 particulier à Monaco. Bon, je crache pas dessus, mais parce que voilà, c'est aussi ça m'a permis de vivre des aventures exceptionnelles, mais je suis revenu après le Covid, donc dans la région de Nice, et en fait, un certain Vincent Romulus m'a contacté pour venir à Monaco entraîner le club de rugby à 15 à Monaco, responsable des jeunes, responsable de l'école de rugby. Et en fait, si tu veux, j'ai monté les échelons rapidement. Je suis passé après direct sur des jeunes de l'école de rugby, sur des juniors, un peu sur du rugby à 7. Et du coup, en fait, j'ai vite été basculé. Ouais, c'est très rapide. Sur le rugby à 7 avec l'équipe c'est pas professionnelle, c'est une équipe qui n'existait pas d'ailleurs. C'est le club associatif Monaco Rugby 7 en fait. Voilà, c'est un club privé qui a pas de licenciés, qui coach, qui participe uniquement au Super 7. Donc en fait, on coachait que 3 à 4 tournois dans l'année, quoi. 3 à 4 semaines dans l'année, quoi. Donc là, pour le coup, c'était effectivement, j'ai tout vécu, mais tu sais, les chaises musicales de coach, hein, je suis atteint le plus haut niveau possible à la télé, comme je suis aussi vite redescendu sur le tapis en ce moment. Mais justement, le club, il a été créé récemment avant ton arrivée. Toi, tu rejoins ce club-là. Qu'est-ce qui fait que toi, t'acceptes justement? Ah bah là, pour être honnête avec toi, c'était aussi la stabilité d'avoir un emploi.
La première, c'était ça. La deuxième, c'était que c'était quand même un projet 100% rugby à 7. Donc là, c'était vraiment un truc, voilà, qui m'intéressait, quoi. C'est comme si tu coaches un pays et tu dois aller sélectionner des joueurs et entraîner un peu, sauf que, voilà, c'était un gros challenge. Et puis, il y a aussi quand même, voilà, c'est l'équipe qui participe au Super 7, donc tu vas jouer contre le top de top 14. Tu passes quand même un peu à la télé sur Canal+. Et puis, il y avait aussi dans l'aventure quand même, t'avais quand même des personnes comme Frédéric Michalak qui sont quand même très connus dans le milieu du rugby, même si je pense qu'aujourd'hui, avec le retrait, et que c'est pas du tout la bonne personne pour le rugby à 7, mais voilà, c'est quand même des grands noms du rugby qui ont un gros parcours de rugby à 15. Et aujourd'hui, c'était quand même un club qui était aussi supporté et suivi de très près par le prince, par Monseigneur. Donc ce qui fait que c'était un projet, franchement, c'était quand même difficile de refuser un projet comme ça, être payé à développer uniquement c'est pas un club, c'est parce qu'un club pour moi c'est aussi une école de rugby et des jeunes et une équipe senior. C'est vraiment une identité, une association privée de rugby à 7 en fait, tout simplement. Voilà, donc mais payé à temps plein pour coacher uniquement 4 semaines par an. Voilà, même si on avait avancé sur énormément de projets, aujourd'hui peut-être il y a une équipe de développement qui voit le jour, mais à l'époque ça avançait pas, quoi. Mais du coup, comment tu faisais pour recruter des joueurs, pour essayer de créer une identité, pardon? Là, j'avoue que forcément, j'étais en contact avec pas mal de joueurs qui ont joué dans des associations françaises et sur le circuit développement, des circuits élites en France, et les assos comme les 70s, les 7 Fantastiques, il y a plein d'autres assos. Et après, moi, j'avais des contacts avec des joueurs contre qui j'avais joué sur le World Series en tant que joueur de l'équipe de France. Donc, j'ai fait appel à des Irlandais, j'ai fait appel à des joueurs samois, des NZ, des Sud-Africains. J'avoue que là, après le carnet d'adresse des joueurs, il était bien rempli, en tout cas pour ma part. Et après, voilà, ce qui limitait que certains joueurs viennent pas, c'était le côté un peu financier. Et là, pour le coup, c'était soit le président qui validait, soit Frédéric Michalak. Et puis voilà. Et c'est comme ça que Monaco a une wildcard pour choisir faire une Dream Team mondiale pour participer au Super 7. Et en l'occurrence, voilà, on a réussi à faire quand même, à gagner pas mal d'étapes et avoir un titre au moins une fois, en tout cas. Mais c'est vrai que les clubs top 14 râlaient beaucoup parce que, c'était souvent Monaco qui gagnait ou les Babas, l'équipe des Barbarians, mais bon, en même temps, Monaco, les clubs de top 14 n'ont jamais vraiment joué le but, tout simplement parce que, voilà, le Super 7 est pas très bien placé pour eux, donc ça les embête un petit peu. Et c'est vrai que quand ils jouaient contre des équipes où il y avait des profils de joueurs ciblés rugby à 7, forcément, c'est difficile de gagner contre des équipes comme Monaco ou les Barbarians. Justement, t'as parlé du Super 7. Pour nous, enfin, pour le podcast, il y a plein de gens qui connaissent pas le Super 7. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se déroule? Ouais, c'est une formule de tournoi, en fait. Donc, forcément, c'est des matchs de 14 minutes. Et donc, ça se joue uniquement sur une journée. Bon, des fois, même, c'est un peu plus qu'une demi-journée. 4 matchs, 2 heures de repos entre un match. Et voilà, donc ça fait 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Et en fait, c'est phase éliminatoire quasiment directe. Donc, en fait, il faut pas se louper au premier match. Et voilà, ça se joue que c'est sur une journée, une demi-journée, le samedi. Bon, ce qui est cool, c'est que du coup, tu vois quand même tous tes matchs de Super 7 sur une demi-journée. Donc, la formule est quand même très concentrée, très expéditive. Il y a forcément un peu de spectacle, et ça, c'est les clubs qui organisent ça, les villes qui organisent ça sont vraiment, franchement, c'est quand même très très bien organisé, c'est bien piloté par le Super 7, la Ligue nationale des rugby aussi. Bon, là, il y a, c'est plus la formule exacte, mais il y a quand même un certain nombre de matchs sur toute la journée. Il y a aussi les filles aussi qui se sont rajoutées à ce Super 7, donc, et la finale qui se joue à l'U Arena. Et voilà, et là, pour le coup, c'est quart, demi et finale, il y a que 3 matchs, plus le concert en fin de tournoi, et je pense que c'est aussi la bonne formule, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du rugby, un peu de spectacle, un peu d'ambiance, bon, des essais toutes les minutes, toutes les 90 secondes à peu près. Voilà, c'est un rugby qui s'arrête pas. Tout à l'heure, t'as parlé que les gros clubs du top 14 n'investissent pas assez dans le Super 7. Pourquoi, selon toi?
Bah, je pense que déjà, réellement, on est dans une émission podcast, mais réellement, il n'y a pas de points en jeu entre le championnat à 15 et le championnat de Super 7. Donc, bon, le vainqueur du Super 7 gagne 100 000 euros. Mais une équipe comme Monaco, déjà, participe doit payer 100 000 euros déjà pour s'inscrire à ce championnat. Donc, voilà, c'est un peu la particularité où Monaco paye 100 000 euros, mais en contrepartie, elle a le droit d'avoir un peu les joueurs qu'elle veut tout au long de l'année. Et les joueurs du top 14, eux, la première année, étaient limités à 3 joueurs pro. Enfin, plutôt imposé 3 joueurs pro sur la feuille de match. Et moi, je me souviens, on a joué contre des équipes où, en fait, ils avaient mis 3 piliers. Et les mecs, ils rentraient même pas, en fait. Ils étaient sur la feuille de match où ils jouaient 30 secondes, une minute. C'était juste pour faire genre, quoi. Voilà. Et histoire de rentrer dans les critères d'éligibilité, tout simplement. Et maintenant, aujourd'hui, la formule du Super 7, c'est 3 samedis d'affilée au mois d'août. Et les clubs du top 14, ils préparent leur championnat à 15. Donc, en fait, tu verras jamais à Antoine Dupont ou à Damien Penaud, venir se montrer sur le Super 7 parce que, en fait, le mec, ça l'intéresse pas. Il n'y a pas d'enjeu financier. Et en plus de ça, tout le monde sait que si t'es pas bien préparé au rugby à 7, t'as une chance sur 2 pour te blesser. Donc, il n'y a pas d'enjeu de points. Si la LNR dit, le vainqueur du Super 7, il prend, plus 10 à son championnat à 15, là, je peux te dire qu'à mon avis, il y a des clubs qui vont jouer le jeu. Mais jamais ils vont valider cette question de points. En plus, ils doivent payer 100 000 euros pour entrer dans le... Je pense que les clubs top 14, eux, sont déjà imputés financièrement tout au long de l'année via la LNR. En fait, comme il y a 14 clubs top 14, la meilleure formule, c'est d'avoir 16 équipes. Donc, une équipe comme Monaco qui est invitée et une équipe comme les Barbarians qui est invitée, mais voilà, il y a des enjeux financiers pour eux aussi derrière. Tu l'as dit tout à l'heure, du coup, toi, à Monaco, t'entraînes juste quelques semaines. Comment, justement, ces entraînements, ils se déroulent? Alors la chance qu'on avait aussi, c'est toujours pareil, c'est des questions de budget, c'est-à-dire qu'on a réussi à s'entraîner jusqu'à 2 semaines avant le premier tournoi. Ce qui est déjà très bien, quoi. Franchement, c'était des conditions vraiment top. Là, pour le coup, je ne peux pas critiquer là-dessus parce que on est logé pendant presque 15 jours dans un golf à Brignoles. On a les infrastructures de la ville de Brignoles. On a deux kinés, 2 ostéos, 2 médecins. On est 2-3 staffs. On mange super bien. On a de quoi s'entraîner. Et là, pour le coup, on construit nos entraînements étalés sur la semaine avec forcément quelques jours off parce que les garçons ne peuvent pas s'entraîner 14 jours d'affilée. Donc, en fait, on essaye de vraiment tout concentrer. En plus de ça, j'ai vécu une année où je pense que sur une semaine, j'avais 12 langues étrangères. 12 ou 13 langues étrangères. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 12-13 joueurs qui venaient de différents pays. Et c'était aussi un peu la richesse de Monaco, quoi. Donc, on parle anglais, on parle un peu français. Il y a des mecs qui traitent bien en espagnol aussi. Mais la langue prioritaire, c'était quand même un peu l'anglais. Et puis voilà. Puis en fait, il faut réussir à créer un peu cette bonne ambiance et cet état d'esprit, d'être spécialiste de rugby à 7 et d'aller vite chercher des victoires, en l'espace de 2 semaines, quoi. Mais c'était incroyable parce que, encore une fois, c'est des joueurs qu'on n'a pas, nous, toute l'année sur Monaco. Et j'avais que 5-6 Français ou 4-5 Français, qui sont éparpillés un peu en France. Donc, ces garçons-là arrivent 2 semaines, et ils ont pas de décalage horaire. J'ai fait venir un joueur samoa, John Bailey, qui était superstar de l'équipe des Samoa. Bon, déjà, il est arrivé avec 1 jour et demi de retard parce qu'il est bloqué dans le jet lag, bloqué aux États-Unis à cause de son visa. Il est arrivé en France et en fait, il se retrouvait que le mec, en fait, il avait 7 caries, pas de ligaments croisés, des problèmes de dos, une entorse au pouce qu'il avait caché, donc quasiment le pouce cassé. Et là, en fait, les médecins, ils me disent, mais Jérémy, c'est ce mec, quoi. C'est un Indien, il vient des Samoa, tu sais, là-bas. Je l'ai amené chez mon ami à moi qui est dentiste, elle lui a arraché 6 dents, elle lui a soigné 7 caries. Et il était tellement content parce qu'en fait, elle avait endormi, donc si tu veux, on avait aussi les garçons, ils arrivent en France, t'as quand même des soins, c'est réputé. La France est quand même réputée, que ce soit la France ou Monaco, parce que Monaco avait un cahier des charges très très strict pour les joueurs. Nous, on faisait venir des joueurs pour jouer pour Monaco, mais par contre, il y avait un check-up médical à faire, bilan cardio,
électrocardiogramme, prise de sang. Franchement, on a fait des bilans médicaux vraiment de très très bonne qualité pour des joueurs qui sont certains amateurs et certains ils sortaient d'un monde de fou, quoi. On a fait venir des Burkinabés, on les a sauvés, quoi, entre guillemets. On leur a permis de venir s'exposer, de se montrer avec Monaco, de leur faire des bilans médicaux. Ils sont repartis avec des vêtements. Et d'ailleurs, il y en a un aujourd'hui à Doul qui joue avec Bordeaux, avec l'équipe de rugby à 7 et qui joue à Niort à quasiment pro, hein. Donc ça, c'est cool pour lui. Mais ouais, Monaco je pense qu'au total, j'ai fait vivre l'aventure entre 85 et 90 joueurs sur les 3 années. Donc ouais, c'est quand même une très très belle aventure avec forcément des cultures vraiment différentes, des Lituaniens, des Tchèques. C'était incroyable. La langue, c'était pas trop dur de gérer toutes les langues différentes? Non, ouais, après on parlait anglais, hein. Bah, de toute façon, moi je suis loin d'être le champion de l'anglais, hein. Je suis loin d'être bilingue, mais voilà, par contre je me débrouille. Et puis après j'avais un joueur écossais qui parlait très bien français et qui lui voilà, traduisait quand je me trompais un petit peu. Mais non, ça parlait anglais. Anglais, espagnol, français. Ouais, un peu fidjien aussi, parce qu'on a eu quand même quelques fidjiens. L'année où vous remportez le titre du Super Sevens, quand je regarde les résultats, presque tous les tournois, vous êtes en finale, soit vous êtes vainqueur, soit vous êtes finaliste. Comment ça s'est fait? Je pense qu'il y a quand même une part de chance dans le rugby à 7. Alors après, je peux pas dire qu'on s'est pas entraîné parce qu'on s'est quand même très bien entraîné, on s'est bien préparé. On avait aussi des garçons de très très bonne qualité. On avait une équipe très bien équilibrée, rapport vitesse, intelligence de jeu, précision, puissance. Voilà, on était quand même très bien équilibré. On a une bonne rotation aussi sur les semaines parce qu'on ne pouvait pas enchaîner les 3 tournois avec les mêmes 14 joueurs. Déjà, soit parce que les clubs ne me les prêtaient pas, les clubs français ne me les prêtaient pas pendant 3 semaines, soit parce que j'avais des blessés aussi des fois tout simplement. Donc voilà, on a fait une année où on a changé quasiment 4 à 5, 6 joueurs par tournoi, hein. Donc à chaque fois, chaque semaine, tu as 6 nouveaux joueurs qui arrivent. Et ben là, en 5 jours, donc 3 entraînements sur 5 jours, en fait, tu dois remontrer ton plan de jeu, refaire découvrir, représenter le cercle à tout le monde, intégrer vite les nouveaux, 2-3 chansons, 2-3 blagues, vite aller à l'essentiel, hein, du rugby à 7. Donc on prend aussi des mecs qui ont l'habitude un peu de jouer au rugby à 7. Et les mecs, encore une fois, on n'a pas fait des tests physiques, hein, on a pris des mecs parce qu'on pensait qu'ils étaient bons au rugby à 7, qu'ils avaient des profils de rugby à 7. C'est hyper dur entraîner, de switcher comme ça à chaque fois. Ouais, franchement, c'était vraiment pas facile. Et voilà, encore une fois, maintenant, bien sûr, ce qu'on essayait, c'était que les garçons qui viennent un peu de loin, on essayait de se garder le plus longtemps possible. Ouais, forcément, ouais. Et les garçons qui sont en France, on essaye de leur donner la chance entre le circuit élite FFR et le Super Seven. J'ai essayé un peu d'aller piocher les meilleurs garçons des associations. Et voilà, et de leur faire croquer l'aventure Monaco Rugby 7 et de venir se montrer au plus haut niveau possible qui aujourd'hui est le Super 7. Mais voilà, pour revenir un peu sur le titre, moi je pense quand même qu'il y a une grosse part de chance parce que les arbitres ne sont pas du tout des spécialistes à 7. Et j'ai eu quand même pas mal de conflits avec les arbitres, hein. D'ailleurs, toutes les équipes ont râlé un peu sur l'arbitrage, tout simplement parce que les arbitres arbitrent 80% du temps du rugby à 15 et aujourd'hui, voilà, quand il fallait enchaîner aussi des matchs de rugby à 7, ça va tellement vite qu'en fait, ils revenaient pas. Ils revenaient pas sur leur faute, ils laissaient des avantages super longtemps, ils mettaient des cartons jaunes parce qu'ils croyaient que c'était du rugby à 7, donc ils balançaient des cartons jaunes partout. Et puis ouais, il y avait beaucoup de frustration de notre part, de notre collectif ami de Monaco 7, parce qu'en fait, on avait aussi des joueurs qui étaient spécialistes de la discipline. Et donc même eux comprenaient pas, ils disaient mais c'est quoi ces arbitres français, ils comprenaient rien et tout. Donc je pense qu'on a été un peu une équipe de spécialistes à 7 et je pense qu'on n'avait pas trop le droit à l'erreur. En tout cas, on n'avait pas le droit de râler, on n'avait pas le droit de parler. Et je pense qu'on avait quand même eu un peu de la chance. Des fois, on s'est fait avoir, attention, hein. On se met d'une finale à Lyon où même d'ailleurs Jérémy Rosier, l'arbitre international, accepte un essai à Pau dans leur but alors qu'il y a en avant, après au ralenti et le soir après le match, il me dit je suis désolé, je me suis trompé. En fait, tu m'as fait perdre quand même 20 ou 40 000 euros de victoire sur la finale quand même. C'est quand même des grosses erreurs, hein. Le Super 7 ne veut pas utiliser la vidéo, alors que quand même sur World Series, il utilise la vidéo.
sur le top 14 j'utilisais la vidéo, et bizarrement, quand il du rugby à 7, je voulais pas utiliser la vidéo. Mais l'année où on gagne, on peut pas dire qu'on est monté, on était l'équipe favori sur le papier, ça c'est sûr et certain. Voilà, et je pense qu'on a eu un peu de chance. Et je pense qu'on a des garçons, même il y avait des retraités, donc du rugby à 7, je pense que les mecs ont vraiment maîtrisé les matchs après match. Et puis on avait aussi un staff, encore une fois, je l'avais dit tout à l'heure, on avait un staff médical très très compétent. Et là, le président avait aussi mis des moyens de récupération incroyables. Bah, à Monaco, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, Monaco, mais il y avait pas grand chose au début. Les premières années, moi, j'étais pas, il y avait rien. Ils avaient du matériel, petit matériel, qui était un peu dans un garage, quand il était président, qui raconte une histoire. Lui et Fred Michala qui portaient le matériel, ils portaient tout. Voilà, l'année d'après, on a eu l'intendant, on a eu des clients, on a eu des médecins, on a eu des minibus, on a eu du matériel, on a eu des tenues sportives. On ressemblait vraiment à un collectif voilà, qui était prêt à aller se frotter sur le Super Comité. T'as parlé justement des World Series. Toi, t'as vu l'évolution du rugby à 7 aujourd'hui, bah, avec ce qui s'est passé avec les Jeux Olympiques, Antoine Dupont qui se met au rugby à 7, t'as vu l'évolution. Comment, toi qui as joué, tu vois maintenant le développement du rugby à 7? Ben, je vois pas, justement. Réellement, aujourd'hui, le World Series, quand j'ai commencé, il y avait 6 ou 7 tournois. On est monté jusqu'à 10 tournois, plus les étapes de Coupe d'Europe. Et en fait, aujourd'hui, ben, tu vois que World Series passe à 6 ou à 7 tournois. Et en fait, l'après JO, ben, en fait, il se fait mal, quoi. Il se fait mal. Et aujourd'hui, en France, ben, voilà, t'as toujours pas ton vrai championnat de rugby à 7 pour différents niveaux. Même si, tous les niveaux en France pratiquent au moins une fois dans l'année du rugby à 7. Et une fois, un week-end. T'avais l'équipe qui est championne olympique. Attention, t'avais déjà l'équipe qui était vice-championne olympique en 2021. C'est pas pour autant que le rugby à 7 est monté, tu vois. Aujourd'hui, oui, t'as Antoine Dupont qui est venu, il a fait les Jeux, il a fait 3 tournois. Voilà, maintenant, bah, tant mieux. Tant mieux pour l'équipe de France. Et tant mieux pour nous. Mais aujourd'hui, le Super 7 ne change toujours pas la formule. Ils enchaînent toujours 3 week-ends d'affilée. Ça embête toujours autant les clubs de top 14, puisque c'est en plein mois d'août. Même si on a changé un peu mieux, on va à Dax, ça va à Montmartre ensemble. Donc là, on se rapproche un peu du mode un peu fériard. Il va y avoir un peu le côté possible. Peut-être que les tribunes vont être un peu plus remplies. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas de championnat de Pro 2, il n'y a pas de championnat fédéral 1, il n'y a pas de championnat fédéral 2, il n'y a pas de championnat national. Et aujourd'hui, tu as ton circuit développement, tu as ton circuit élite FFR, qui va se jouer là à partir de maintenant. Il a démarré le week-end dernier au Wellington à Tours. Il se joue sur 4 tournois. Et essentiellement, ces garçons qui font le circuit élite de rugby à 7 sont des garçons qui jouent en National 2, en Fédéral 1, en Fédéral 2, en Fédéral 3. C'est vraiment le monde amateur. Les garçons qui sont pros ne font pas de rugby à 7, ça n'existe pas. Donc quand on nous dit est-ce que tu penses du rugby à 7 après les Jeux, je te dis ça n'existe pas. Pour toi, ce serait quoi la bonne formule qu'il faudrait pour permettre de construire un semblant de championnat ou au moins le développer, quoi? Ben aujourd'hui tu peux très bien, il y a 14 clubs top 14, tu peux faire tout simplement une formule entière de top 14 de rugby à 7, mais il faudrait que les clubs top 14 du coup aient un budget supplémentaire pour avoir un squad de 20 joueurs de rugby à 7. Et quels sont les enjeux derrière? Comment c'est retransmis à la télé? Parce que t'as pas de retransmission à la télé, t'as pas l'argent derrière qui suit, donc t'as pas d'espagnol, t'as pas de visibilité. Même si tu crées une chaîne spéciale rugby à 7, t'es champion olympique, t'as pas de championnat d'argent. La vraie formule, je l'ai pas. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais écrit un championnat, on m'a dit, toi, tu veux partir de la Fédération française de rugby. J'ai dit non, ce que j'aimerais, c'est que chaque niveau de rugby, fasse au moins un tournoi par mois. Pourquoi pas faire 2 ou 3 week-ends de rugby à 15, un week-end de rugby à 7. Mais ça veut dire que chaque mois, ça veut dire que tu fais 12 tournois dans l'année, et que chaque niveau de rugby à 15, il passe un tournoi de rugby à 7. Rien n'empêche à la Pro D2 que chaque week-end, une fois par mois, toute la Pro D2 se rencontre sur un week-end. Ouais, t'as raison. Ouais, voilà, pour moi aujourd'hui, j'avais proposé de faire un week-end de rugby à 7 par mois, et en fait, aujourd'hui, ça n'existe pas, tout simplement. Mais réellement, je pense que moi, quand on fait le tour du circuit développement, le circuit élite de rugby à 7, là, qui existe en France, si tu dis aux garçons, tu vas je crois que le week-end prochain,
si c'est pas à Balma ou je sais pas où c'est le prochain tournoi. Si tu vas voir tous les garçons, je pense que tu leur proposes entre 500 et 1000 euros par mois, tout le monde te dit mais on fait que du rugby à 7. Ben en fait, si tu proposes à des gens qui jouent en Fédéral 2 ou en Fédéral 1, tu leur dis au lieu d'avoir 500 euros par mois, tu fais que du rugby à 15, tu fais que du rugby à 7 au lieu de faire du rugby à 15. Je dis déjà ta vie de famille, ben t'as 2 week-ends chez toi, un week-end de stage, un week-end de tournoi. Alors que le rugby à 15, c'est presque tous les week-ends, t'as rugby. Voilà, maintenant, effectivement, il faut se déplacer un week-end par mois, mais peut-être que financièrement, ça vaut le coup de se déplacer qu'un week-end par mois pour faire que du rugby à 7 au lieu de se déplacer tous les week-ends et de déplacer des équipes et de faire des heures de bus pour jouer que 5 minutes quand tu fais du rugby à 15 et que t'es remplaçant. C'est vrai, t'as raison. Ouais, quand tu sais, les effectifs je prends l'exemple à Nice, là, parce que c'est le club le plus proche de chez moi. Il me semble qu'il y a 38 pros, je crois. En tout cas, ils sont pas loin d'être, allez, on va dire 40. Quand t'en as 23 qui jouent, et derrière, tu peux largement faire un groupe de rugby à 7. T'as largement 12 joueurs qui peuvent alimenter un effectif de rugby à 7 une fois par mois. Si tout le collectif, tout le championnat national se rencontre, je sais pas moi, une fois à Nice, une fois à Montauban, une fois à Massy, une fois à Suresnes, ben voilà, les mecs, ils font leur tournoi de rugby à 7 et c'est une étape par mois et ça compte dans les points. Et si tu mélanges le championnat avec les points, tu vas voir si les coachs, ils vont pas jouer un peu le jeu. Et en même temps, c'est une directive de la fédération puisque moi, je considère que t'es champion olympique et qu'aujourd'hui, t'as pas de championnat. Quand tu parles de développer le rugby à 7 et tout, ça t'intéresserait, toi, dans un futur, de participer à, je sais pas, un poste à la Ligue ou à la fédération pour développer? Ouais, bien sûr, ça m'intéresse si en face t'as un budget. Si en face on te dit que t'as 100 000 euros pour développer un championnat, je pense que tu te tires une balle dans le pied. Maintenant, si on te dit t'as 5 à 10 millions pour développer un championnat, c'est déjà plus la même. Ça veut dire que t'as aussi des enjeux derrière qui vont suivre. T'as forcément tout le côté business autour de ce championnat-là. Et puis tu vas faire vivre, entre guillemets, le rugby à 7 à des novices, peut-être comme toi. Et aujourd'hui, il y a la partie spectacle en dehors du terrain, mais il y a aussi la partie compétition réellement qui sert à développer une discipline. Aujourd'hui, tu as quand même des garçons qui sont champions olympiques. Bon, les filles, elles sont passées à côté là sur ces derniers JO. Et t'es champion olympique et derrière, Pour revenir sur Monaco, comment ça se passe la fin de Monaco et ton aventure là-bas? C'était vraiment très 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 particulier. En fait, réellement, je me suis fait virer parce qu'on a terminé 4e. Donc tu l'as mal vécu? C'est pas mal vécu, mais aujourd'hui, je voulais vraiment avancer sur d'autres projets, signer des conventions avec des clubs du département. On voulait vraiment se développer et créer autre chose que l'équipe du Super 7, pour justifier aussi que voilà, on est salarié, on veut avancer sur des projets. Et je pense que je voulais peut-être avancer un peu trop vite, mais on n'a pas trouvé les bons accords. Et réellement, à Monaco, il y a l'article 6, tu prends ton article 6 et puis tu pars et puis voilà, c'est la fin de l'aventure. Mais je pense que on a terminé 2e, on a terminé 1er et ensuite on a terminé 4e. Et puis c'était une année un peu particulière où du coup les joueurs qu'on avait eu les années d'avant forcément ne sont plus revenus parce que soit ils étaient trop vieux, soit ils demandaient trop cher, soit les clubs ne les lâchaient plus. Il y avait aussi cet enjeu-là, des clubs ou des fédérations des pays. Il y a des pays qui ont plus relâché les joueurs tout simplement parce que il y avait aussi les années. Je prends l'exemple des Irlandais. Les Irlandais préparaient leur qualif aux Jeux Olympiques et en fait ils ont pas été relâchés l'année où moi je voulais tout simplement. Voilà, et je pense on est tombé sur un désaccord et réellement ça s'est arrêté un peu après la finale du Super 7, 4e position. J'ai pas réussi à remobiliser les garçons pour aller chercher un podium. Et puis on n'a pas eu de chance non plus encore une fois sur le côté arbitrage et malheureusement ça c'est le sport. Et du coup après comment t'as su rebondir? Parce que c'est ça qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu rebondis à chaque fois. Ouais, je sais pas si je rebondis à chaque fois, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai atteint le plus haut niveau, en tout cas, qui existe là sur le rugby à 7 avec Monaco. J'en est arrivé jusqu'à être champion de France. D'ailleurs, j'ai pas retrouvé de projet.
réellement, après Monaco, j'ai mis quand même 6 mois pour retrouver un projet et j'ai pas retrouvé de club de A15. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai fait trop de rugby à 7. Aujourd'hui, je pense que les clubs, même s'ils aiment bien un peu le rugby à 7, ils aiment bien un peu la complémentarité entre le 7, le 15. Le Stade Toulousain en est l'exemple parfait. J'ai pas réussi à retrouver ma place dans un projet. Du coup, on m'a proposé d'aller coacher la Tunisie. Donc en fait, j'ai dit oui, direct. Bon, j'ai réfléchi un petit peu, mais aller coacher un pays, c'était nouveau pour moi. Je me suis lancé dans le milieu féminin. Voilà, donc aller coacher les filles, d'abord un peu les garçons, mais essentiellement les filles sur l'équipe nationale de rugby à 7. Voilà, c'est les Tunisiennes qui normalement sont dans le top 3 africain. Et en fait, je suis arrivé sur une année politique dans le pays où c'était compliqué. J'ai pas été payé pendant 5 mois. Les Tunisiens qui disaient toujours oui, tu seras payé, tu seras payé. En fait, chaque mois, ils repoussaient d'un mois. Et même ils repoussaient et mon salaire et la compétition de la Coupe d'Afrique. Donc en fait, c'était quand même très compliqué aussi à vivre. Et au final, en fait, voilà, la fédération n'a pas voulu avancer l'argent que le ministère des Sports devait verser à la fédération. Et en fait, voilà, j'ai mis 8 mois. Au mois de mars, on m'a payé mon mois d'août, quoi. Ouais, et au final, c'était pas facile. Les filles ont terminé 5e de la Coupe d'Afrique avec 0 tournoi de préparation dans les jambes. Les 3 tournois qu'on aurait dû faire ont été annulés pour apparemment problème d'argent ou problème de volonté, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, les filles, c'était très très enrichissant. Mais par contre, les filles, elles étaient vraiment pas dans les meilleures conditions d'entraînement. Il y a des filles la plupart des filles n'ont pas eu à manger pendant 1 jour et demi. Putain. Ouais, c'était compliqué. C'est fou, ça. Ouais, c'était compliqué. Il y a des filles qui ont eu énormément de problèmes de rougeur et tout sur la peau à cause des literies. Alors, est-ce que c'était les punaises? Est-ce que c'était d'autres bactéries? On sait pas trop, mais les conditions de logement, c'était quand même vraiment pas top. Mais voilà, moi, j'en bombardé de mails et en fait, ça répondait pas derrière. Donc, forcément, mon bilan après la Coupe d'Afrique, il est négatif parce qu'on termine 5e. Mais bon, on a fait 0 tournoi de préparation. Et 2, voilà, aujourd'hui, je t'ai pas payé, donc j'ai quitté la Tunisie. Ça t'a apporté quoi quand même de positif? Ce qui m'a apporté comme positif réellement, c'est que je suis passé de Monaco avec un budget de presque 1 million à avoir tout, à aller en Tunisie avec quasiment rien. Et tu fais quand même du rugby avec des filles qui lâchent rien et qui viennent pour faire du sport et prendre du plaisir, malgré qu'elles représentent aussi l'équipe nationale. Il y avait aussi une éducation à amener à toutes ces filles, parce qu'il y en a forcément il y avait quelques filles quand même qui faisaient pas d'études. Voilà, c'était pas le plus facile aussi à gérer. Mais là, tu passes alors si l'avantage pour moi de la Tunisie, c'est que j'ai appris quand même quelques mots, mais les filles comprennent très bien le français, puisqu'elles font à partir de leurs études, à partir du lycée, tout est en français. Donc ça, c'était aussi un avantage. Et voilà, à Monaco, t'avais tout, t'avais pas de problème de chaussettes et tout. Là, moi, j'avais des filles qui avaient même des problèmes de crampons, des chaussettes toujours déchirées, des problèmes médicaux. T'aurais vu l'état de la pharmacie et la chambre médicale. Je pense que si tu fais venir un contrôle, le contrôleur, il repart direct. Voilà. Bon, ça explique aussi peut-être que les filles avaient des problèmes un peu d'irritation, des trucs comme ça, qui mettaient du temps un peu à soigner, mais franchement, c'était une très très belle aventure, avec un staff tunisien quand même qui m'a beaucoup aidé, beaucoup accompagné. J'ai appris forcément la culture et valeurs un peu du pays, mais je suis allé avec des guerrières et qui malheureusement, sur la Coupe d'Afrique, l'Afrique, ça fait pas rire. C'est vraiment c'est des autobus avec des gros moteurs, les Kenyanes, les Sud-Africaines, les Malgaches, Madagascar, c'est incroyable. Les filles, elles font que courir et elles ont des ballons lisses comme ce que tu veux, un petit caillou là. Franchement, nous on se peignait en Tunisie parce que tu vois, les filles avant, on n'avait pas les meilleurs ballons, mais on savait très bien que les Malgaches et l'Ouganda, c'était pas non plus des pays avec des gros moyens. Et par contre, voilà, c'est des filles qui avaient vraiment déjà elles ont fait beaucoup de tournois de préparation.
Donc elles sont arrivées aussi à cette Coupe d'Afrique avec déjà des tournois dans les jambes. Ouais, contrairement à vous qui avez 0. Contrairement à nous. Et puis voilà, aujourd'hui on est à notre place en fait. Je pense que t'es 5e tout simplement parce que 1, t'as rien préparé et 2, t'as loupé ton quart de finale contre l'Ouganda. Voilà, l'Ouganda termine 3e, mais donc l'Ouganda est monté pour aller au tournoi de Challenger, le niveau au-dessus. Et les Tunisiennes, elles vont repousser ça d'une année, mais du coup les autres équipes continuent de progresser. Toi, tu perds 1 an au final. Alors que normalement, les Tunisiennes, c'était vraiment top 3 de la Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, je crois que c'est les Kenyanes qui montent sur le niveau World Series. Mais c'était vraiment impressionnant. Les Kenyanes, très très costaud, très vite, très forte balle en main. Franchement, c'était le rugby africain. Même, j'avais déjà fait la Coupe d'Afrique avec les garçons aussi, avec les Tunisiens. Voilà, Ouganda, Afrique du Sud, Kenya, c'est vraiment des gros morceaux. Et puis les Africains, attention, ça court, hein, la chaleur, les répétitions de sprint. Et voilà, ils sont tous dans des conditions vraiment difficiles, contrairement à Monaco. Hein, tu dois comparer ça à Monaco, tu te dis, mais c'est incroyable. Et puis je pense que tu fais unir, si je fais une équipe monégasque avec que des joueurs africains, moi je pense que je gagne le Super 7 aussi. Tu le regagnes une nouvelle fois. Ouais, je pense, parce que franchement, les garçons sont... je pense que humainement, ils ont des valeurs qu'on n'a pas en France. Déjà d'entraide et de simplicité, parce que je pense qu'avec un rien, ils vont te soulever des montagnes. En France aussi, attention, bien sûr, on peut faire ça, hein. Mais voilà, eux, c'est tous les jours en fait. Ce défi, tu vois, nous, les Français, c'est peut-être une semaine dans le mois, c'est un peu difficile. Mais eux, en fait, c'est tous les jours que c'est un peu la galère, quoi. Et les Tunisiennes, tu vois, je trouvais que c'était un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que c'est des filles qui lâchaient rien. Mais malheureusement, j'avais une moyenne d'âge aussi. Attention, on a terminé 5e. Moyenne d'âge des Tunisiennes, 20 ans. Moyenne d'âge de la 4e place, qui est les Malgaches, c'était 30 ans. Ouais, c'est un Ouganda, 29. Kenya, 30. Et Afrique du Sud, pareil, 29 ans. Donc c'était vraiment, nous, on était une des équipes les plus jeunes. Voilà, on est à notre place, quoi. Les Tunisiennes étaient à leur place, en fait, 5e place, moyenne d'âge 20 ans, très peu d'expérience pour certaines filles, 3 nouvelles filles, indiscipline, et la nutrition, hein, voilà, c'est des pays où je pense que la Tunisie, c'est aussi un peu là, c'est pas comme la France, mais il y a des filles qui déjeunent énormément sucré, et en fait, malheureusement, pour le rugby à 7, je pense que c'est un frein de déjeuner sucré, quoi. Parce que quand tu dois faire des sprints à 9h du mat ou 10h du mat, tellement les sucrés, c'est dur. Ouais, si tu déjeunes sucré le matin, tu tiendras pas longtemps, quoi. Pour revenir à toi et à ton actualité aujourd'hui, toi, t'as toujours envie d'entraîner? Ouais, bien sûr. Alors, je suis vice-président mon petit club d'enfance, là, de Saint-Laurent-du-Var. Alors, pas plus loin que samedi dernier, je me suis retrouvé à être coach, des moins de 16 ans pour leur demi-finale de la région parce qu'ils avaient un problème de coach. Les garçons, voilà, les coachs sont complètement amateurs ici et donc je me suis retrouvé à être coach de cette équipe. J'interviens une fois par mois, pas plus que ça. Bien sûr, je coach dès que je peux, je coach. Si je peux faire une séance individuelle, je fais une séance individuelle pour quelqu'un. Ouais, forcément, là, je suis en transit. Je cherche ma reconversion, je cherche mon projet depuis la Tunisie. Donc ouais, je suis vraiment à la recherche d'un projet sportif. Ou formation en tout cas. Et voilà. Là, je vais peut-être coacher un petit peu l'équipe de Nice. Il y a une équipe de Nice de rugby à 7 qui va se relancer un petit peu, mais seulement pour un tournoi qui se fera le 14 mai sur une journée seulement. Et je pense qu'on va essentiellement partir avec des garçons du département là de Nice. Le 14 juin. 14 juin le tournoi. Et voilà, je vais essayer de faire vivre l'aventure à des joueurs issus vraiment du département. Je vais pas aller chercher ailleurs. Ça sera des joueurs, les Crabos de Nice qui sont majeurs, des espoirs de Nice, peut-être quelques joueurs des clubs de fédéral aux alentours. Mais voilà, ça va être un projet beaucoup plus petit. Et en plus de ça, c'est un one shot. Donc voilà, il va y avoir seulement 6 entraînements, ou même pas 5 ou 4 entraînements et tournoi direct. Surtout qu'à Nice, le rugby se développe avec le club de la ville. Ouais, voilà, Nice forcément a des gros projets aussi de structurer. Moi, je dis toujours les grands clubs aux grandes villes, hein. Donc Nice va réussir un jour à remonter en haut. Quand j'ai vu les progrès d'Oyonnax à l'époque, qui était quand même une grosse ville industrielle, la vallée de la Plasturgie, hein, ils avaient quand même 3 coprésidents, des sponsors qui tenaient la route. Les garçons viennent à Oyonnax, c'est pas pour les lacs, hein. Ceux qui aiment la montagne, ok, ils viennent.
Et après, le problème d'Oyonnax, c'est que bon, quand il vient, après, je pense que les gens sont aussi très sympas. Donc, si tu as envie d'y rester, t'y restes. Mais la plupart du temps, les mecs, ils sont de passage 2-3 ans et voilà. Alors qu'à Nice, t'as quand même le soleil, l'aéroport international. Donc, je pense qu'ils vont y arriver un jour. Juste avant de conclure cet épisode, qu'est-ce que je peux te souhaiter, toi, en tant qu'entraîneur? De retrouver un projet avant le 1er juillet. Ouais, un projet à temps plein. Si forcément je cherche un petit peu soit des projets dans un club de rugby à 15, soit dans ces cas-là, il faut que je rebondisse sur un projet de coach de pays de rugby à 7 et là il faut aller chercher soit en Asie, soit en Europe. En France aujourd'hui, il y a pas de place pour l'instant et voilà. Ça t'intéresse, toi, de voyager, de découvrir des nouvelles facettes de rugby? Ouais, bien sûr. Moi et ma compagne, on est complètement ouvert à voyager, hein. Fanny, ma compagne, elle a aussi joué à haut niveau au rugby à 7, donc on a beaucoup voyagé, on a découvert énormément de culture. Et voilà, nous, on est vraiment ouvert à aller chercher s'il y en a pas en France, ça sera forcément en Europe ou en Afrique, hein, comme ça a été le cas avec la Tunisie. Je pense qu'aujourd'hui, on est fermé à rien. La chance qu'on a, c'est que, voilà, ma compagne peut être potentiellement infirmière aussi pour démarrer un petit job. Et puis elle a aussi son diplôme d'entraîneuse, donc on peut voyager tous les deux, peu importe où est le projet. Je pense qu'on a soif d'aventure et on partira dès le premier projet qui nous plaît. Moi, je vais essayer de retrouver un nouveau projet avant le 1er juillet. Allez, je peux allumer une bougie quand même. Merci Jérémy pour ton temps. Merci Elliot, au plaisir. À bientôt. Au plaisir, à bientôt. Non, moi je suis coach. Moi je suis coach.